Merci Philippe. Avant de démarrer, le titre du livre, c'est à mon ami Philippe Breneau, c'est lui qui a trouvé le titre « Mariage et concubinage dans les pays arabes ». Merci Philippe. Quelle attitude donc face au célibat dans les pays arabes? Le célibat, c'est l'antithèse du mariage. Le mariage, nous ne le connaissons pas depuis très très longtemps. Les premières études, une des premières études, et je pense que c'est la première étude qui nous a montré le mariage, a été celle de Morgan. Morgan, c'est le 19e siècle, et il avait fait une étude qui était intercontinentale, qui avait touché tous les continents, et il avait sorti un livre, Ancient Society, un livre à la fin du 19e siècle, où il avait montré que le mariage est passé par un certain nombre d'évolutions. Et parmi ces évolutions, les gens se mariaient dans une première étape de façon très très libre, sans limite entre les sexes. Puis il y a eu différents types de mariages. Nous n'avons pas le temps de les développer ici. Le mariage de groupe, le mariage collectif, le mariage à parier, et puis la forme de mariage que nous connaissons aujourd'hui a été la dernière, ou celle où il y a un homme et une femme. Plusieurs anthropologues sont arrivés après lui. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec lui. Certains l'ont défendu de façon importante, notamment Ingalls. Mais la majorité ne sont pas du tout d'accord. Et ce que nous devons retenir de tout ce travail-là de Morgan, même s'il a été pendant très longtemps le plus important, ce que nous devons retenir, c'est que le mariage n'est pas une notion fixe, le mariage est une institution qui est évolutive. Et si nous comprenons que le mariage est une institution évolutive, nous comprendrons tout à l'heure ce qui se passe dans les différents pays arabes. Le mariage que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un homme et une femme, est quelque chose qui est récent dans l'histoire de l'humanité. Probablement 55 siècles à peine. Il est né, pour nous autres Méditerranéens, il est né dans le croissant fertile, là où les civilisations méditerranéennes sont nées. Et bon, je pense que c'est à Babylone où nous avons les premières écritures. Et c'est à Babylone donc où nous avons les plus anciens textes qui parlent du mariage. Babylone, c'est la capitale de la civilisation sumérienne, et Babylone, quand on y pense, il y a 55 siècles, c'était une cité prospère, une cité importante par rapport au désert qui l'entoure, traversé par un grand fleuve qui est l'Euphrate, avec beaucoup de cultures autour, tout proche de la ville, et les gens étaient riches. Mais c'est aussi la cité, je pense, dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de la Méditerranée, c'était la cité de la liberté des mœurs par excellence. Tout était là pour que les gens parviennent à des relations sexuelles épanouies, à avoir l'orgasme dans chacune de leurs relations. Et les personnes vivaient à longueur de journée dans les relations avec les uns puis avec les autres. Les gens pouvaient avoir des relations avec 3, 4 personnes dans la journée, mélangeant les hommes, les femmes, les adultes, les enfants, les très petits enfants. Et c'était ainsi que l'on vivait à Babylone il y a 55 siècles. Sauf que on voulait, à partir d'un certain moment, et pour les histoires d'héritage, pour les histoires de propriété, il fallait s'assurer que celui qui allait hériter était bien le fils de telle ou de telle personne. Et donc on a inventé le mariage. On a inventé le mariage pour s'assurer que la femme, l'épouse, allait enfanter d'un enfant dont on était sûr de la paternité. Et donc, on a interdit à cette femme d'avoir des relations sexuelles avant le mariage et pendant le mariage. Donc, elle devait arriver vierge au soir de son mariage, et s'il y avait adultère,
elle était jetée dans l'Euphrate. Et là, on était sûr qu'elle n'allait plus survivre, ni elle, ni son amant. Et donc, dans cette cité de la liberté totale des mœurs, le mariage a contrôlé les relations des femmes et a enlevé cette liberté sexuelle aux épouses. On disait, l'hymen appartient au mari, si bien que la femme qui n'arrivait pas vierge n'avait pas le choix, ou on tuait l'amant, et elle également, ou l'amant acceptait de l'épouser. Et si vous vous rappelez, c'est exactement comme des lois que nous venons à peine de supprimer il y a quelques années au Maroc et qui ont été supprimées il y a quelque temps dans d'autres pays, notamment en Europe. Alors qu'on a limité à l'épouse pour qu'elle n'ait de relation qu'avec son mari, au mari, on a ouvert une liberté qu'il a toujours eue. C'est-à-dire qu'il avait droit à une épouse, une seule, mais il avait droit également à des concubines, c'est-à-dire des femmes avec qui il était marié, mais qui n'avaient pas le statut d'épouse. Il n'y avait qu'une seule qui avait le statut d'épouse, et les autres étaient des concubines. Il pouvait avoir 3, 4, 5 concubines. Et puis, autant d'esclaves qu'il avait le moyen. Tant qu'il pouvait acheter, il avait des esclaves. Et lui avait la possibilité d'avoir toutes sortes de relations au sein de sa maison ou à l'extérieur de sa maison. Tout ceci, nous le savons par les différentes tablettes d'argile comme celle-là, qui nous montraient toutes sortes de sexualités inconnues dans d'autres régions à la même époque. Quand les religions monothéistes sont arrivées, il y avait déjà un texte antérieur aux religions monothéistes, et ce texte était le Code d'Hammurabi. Ce code, qui a été établi en 1730 avant Jésus-Christ, il précisait exactement ce que je viens de dire à propos de Babylone. Et c'est comme ça qu'on savait quelles étaient les lois de la sexualité dans cette ville. Pour les hommes, comme je vous disais, ils avaient la possibilité entre leurs épouses, concubines et esclaves, mais à l'extérieur, ils avaient également des prêtresses. Ils avaient donc des relations avec des prêtresses qui étaient dans des établissements assez spéciaux, des prostituées sacrées et des prostituées hommes ou femmes, au choix. Quand les religions sont arrivées, ils ont maintenu les différentes interdictions pour la femme. Mais ils ont également interdit à l'homme d'avoir toute relation à l'extérieur. Donc, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, il y a eu une interdiction de toute relation extra-conjugale, excepté avec les esclaves. Pour les hommes, ils avaient la possibilité d'avoir des relations avec leurs esclaves femmes. Quand on prend les différentes sociétés arabes, ça va? Quand on voit les sociétés arabes jusqu'au début du siècle dernier, merci. Ah, c'est mieux là. C'est mieux. Quand on voit les sociétés arabes jusqu'au milieu du siècle dernier, le mariage était universel. C'est-à-dire que tout le monde se mariait. Tout le monde se mariait parce que personne n'avait le droit d'avoir des relations sexuelles à l'extérieur. Donc les gens n'avaient pas le choix. Ils devaient se marier. Comme dans les pays arabes, les pays arabes sont tous majoritairement ou totalement musulmans. Donc c'est l'islam qui est appliqué, et donc interdiction de relations sexuelles. Et donc dans tous les pays arabes, le mariage était universel.
les filles se mariaient très tôt pour éviter qu'elles ne perdent leur virginité, mais les hommes un petit peu plus tardivement parce qu'ils étaient obligés d'assurer l'entretien de l'épouse. La fécondité était élevée, c'est vrai, mais comme il y avait beaucoup de mortalité infantile, ça se compensait, mais les gens vivaient dans des familles élargies, dans des familles avec le grand-père, les enfants, chacun marié et les petits-enfants. Parfois également les arrière-petits-enfants. Maintenant, les sociétés arabes ont évolué à la fin du siècle dernier, à la fin du XXe siècle, et particulièrement les 17 ou 17 années de ce siècle-là. La première évolution qui est importante, c'est l'exode rural. Nous partons de populations qui étaient majoritairement des populations rurales. Et nous nous sommes retrouvés avec des populations en grande partie urbaines. Nous sommes pratiquement à 60% d'urbains parmi les pays arabes. Mais dans certains pays arabes, nous avons des taux d'urbanité qui sont élevés. Quand on prend les pays du Golfe, nous sommes à 80% d'urbains. Un pays comme le Koweït, c'est 98% d'urbains. C'est-à-dire, il y a presque plus de ruraux. Alors qu'en Europe, la moyenne des pays européen est de 75%. Ça veut dire que pour ces pays-là, pour les pays du Golfe, ça dépasse même l'Occident, en particulier l'Europe et l'Amérique du Nord. Évidemment, les gens qui habitent en ville, les gens qui vont habiter dans des familles à 3 générations, quand ils habitent en ville, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de vivre dans des cellules nucléaires, dans des familles nucléaires, où il y a juste le père, la mère et les enfants. Il n'y a pas les parents, il n'y a pas les petits-enfants. Donc c'est la première difficulté, ça a été cette difficulté-là pour les populations arabes. Et puis, la deuxième mutation qui est importante a été la généralisation de l'instruction. Généralisation de l'instruction des garçons. Depuis la généralisation a commencé et ça change d'un pays à un autre puisqu'ils n'avancent pas tous au même moment, mais déjà à la fin du siècle dernier, pour un certain nombre de pays, la généralisation a été faite. Mais à partir de ce siècle-là, la généralisation également de l'instruction des filles. Et quand on prend les pays du Golfe, le Qatar en particulier, dans les universités, il y a 3 fois plus de filles que de garçons. Ce taux est inconnu ailleurs. C'est un taux unique. Quand on compare ce taux d'étudiantes à l'université avec ce que la société attend des hommes et des femmes, on se rend compte qu'elle n'attend rien des femmes. Elle attend des femmes qu'elles soient des épouses vertueuses au sein des foyers. Alors qu'elle attend des hommes, que les hommes travaillent pour faire vivre leur famille. Et ça, c'est déjà un gap important. Parallèlement, il y a eu les augmentations que nous connaissons. Augmentation du prix de l'acquisition d'une maison, que ce soit pour l'achat ou que ce soit pour la location. Augmentation des prix de la dot. Pour se marier, il faut une dot, mais cette dot augmente parce que les besoins augmentent. Mais aussi les cérémonies fastueuses. Et à titre d'exemple, c'est 650 000 dirhams, c'est-à-dire 65 000 euros, le coût moyen d'un mariage aux Émirats arabes unis en 2006. Probablement qu'aujourd'hui, c'est encore plus cher. Et ce n'est pas par la différence de change que ça nous effraie. Ce chiffre-là, ça veut dire plusieurs années de travail pour le futur mari. Il faut qu'il travaille plusieurs années pour ramasser les 65 000 euros ou 650 000 dirhams. C'est donc la cherté de la vie et les difficultés économiques, le chômage qui est de plus en plus important. Nous ne sommes plus à la fin de la guerre où tous ceux qui avaient un diplôme pouvaient trouver du travail. Nous sommes à une époque où partout sur la planète, même avec votre diplôme, vous n'arrivez pas à travailler.
Et donc, ça augmente les difficultés pour ceux qui ont envie de se marier. Et donc, la sunna du mariage, sunnat al-hayat du mariage, devient quelque chose qui est compliqué. On ne peut plus facilement se marier, alors que dans les années 50, même si on n'avait pas fait d'études, on pouvait prétendre à se marier, et le mariage était à la portée de tous, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Même pour des gens qui ont passé des diplômes, même pour des gens qui sont salariés, qui sont cadres, qui ont des revenus relativement importants, le mariage est quelque chose qui est compliqué et difficile. Pas pour les médecins? Ah, même pour les médecins. Voilà. Même pour les médecins, c'est compliqué, c'est difficile. Ce n'est pas à la portée de tous les médecins. Et ça, on le voit. L'évolution de l'âge du mariage, nous le voyons. Si on compare ici au Maroc, l'homme se marie à 31 ans. La femme à 27 ans en moyenne. Ceci est une moyenne. Alors que nous sommes partis de 17 ans dans les années, je n'ai pas les dates ici, mais je pense que c'était dans les années 60. Ça veut dire que l'âge du mariage est en train de reculer année après année. Entre 1970 et 2000, c'est-à-dire en 30 ans, il y a un recul de 4 à 6 ans pour l'âge moyen du mariage des femmes dans les pays arabes. Pour le Maroc, pour l'Algérie, pour la Tunisie, c'est un recul de 10 ans qui a été fait en un demi-siècle. Et c'est important, ce recul. Ce recul a été fait d'une façon beaucoup plus rapide que le recul n'a été fait dans les pays de l'Occident. L'âge de mariage en Tunisie et en Algérie, l'âge de mariage des femmes est de 30 ans. Ce chiffre-là est plus élevé que dans la majorité des pays européens. Dans la majorité des pays européens, les femmes continuent à se marier à 28, 29 et en tout cas moins de 30 ans. Je pense qu'il y a 1 ou 2 pays qui sont à 30 ans. Et comme dans l'Occident, nous avons nos premiers célibats définitifs. Qu'est-ce qu'un célibat définitif? Le célibat définitif, c'est quand une personne arrive jusqu'à l'âge de 50 ans sans s'être jamais mariée. Alors qu'il n'y avait pas de célibat définitif. Aujourd'hui, nous avons un célibat définitif qui est pratiquement de 5% des femmes arabes des différents pays. Mais au Maroc, en Palestine et au Koweït, il est déjà de 6 à 8% pour les femmes. Il est de 7 et quelques au Maroc. Si l'on compare l'âge du mariage aux différents recensements ici au Maroc, vous le voyez pour la tranche des 20 à 24 ans, à chaque recensement, c'est-à-dire à chaque dizaine d'années, on voit un recul qui est en train de se faire. Et le prochain recensement, celui de 2024, nous aurons encore un retard de l'âge moyen du mariage, et ainsi de suite. Si nous comparons les autres tranches, si nous mettons de côté les 20 à 24 ans en considérant qu'elles sont encore très jeunes pour le mariage, et si nous prenons la tranche plus élevée des 35 à 39 ans entre 2 recensements, le nombre de célibataires a augmenté, a été multiplié par 3. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant pour les années à venir. C'est-à-dire que même à 35 et 40 ans, les femmes et les hommes ont du mal à se marier. À côté de cette augmentation alarmante de l'âge du mariage, il y a également une augmentation alarmante des divorces. En Algérie, nous avons, enfin, les statistiques données pour 2005, 11 divorces pour 100 mariages. Quelques années après, en 2013, c'est-à-dire 8 ans après, 8 ans c'est rien. 8 ans c'est moins qu'une décennie. Le taux de divorce est augmenté de 11 à 15%.
Quand on va dans d'autres pays, au Qatar, on est passé en 20 ans de 4% à 30%. En Égypte, les chiffres qui circulent, qui ne sont pas statistiquement prouvés, mais les chiffres qui circulent aujourd'hui de plusieurs sources parlent de 40%. Chaque fois qu'il y a 100 mariages, il y a 40 divorces. Et cette augmentation est une augmentation qui a été notée depuis le début de ce siècle, c'est-à-dire les 15 dernières années. Ça veut dire que les gens ne se marient pas, et même ceux qui se marient divorcent. Et alors qu'avant, dans le siècle dernier, nous avions des répudiations, c'est le pouvoir du mari de répudier son épouse. Aujourd'hui, puisque les différents États ont permis aux femmes de demander le divorce, la majorité des ruptures d'union sont des ruptures par divorce. Parce que ce sont les femmes qui demandent la séparation à l'intérieur du couple. Les femmes n'acceptent plus de vivre la même situation que vivait leur mère. Et ces divorces, ces séparations qui se faisaient tardivement dans la vie, au bout de quelques années, 7, 8, 10 ans. Aujourd'hui, nous les voyons, elles surviennent les premières années, parfois avant même que le couple n'ait terminé une année. Or, nous avons vu jusqu'à 39 ans, nous avons beaucoup de célibataires et même ceux qui se marient se séparent. Et donc, nous avons beaucoup de jeunes qui ne sont pas mariés. Or, vous le savez, nous sommes dans un congrès de sexologie plus que personne. Vous savez que entre 18 et 38 ans, et surtout entre 18 et 28 ans, c'est l'âge de l'épanouissement des organes et de la capacité sexuelle. À ces âges-là, la vigueur sexuelle est à son apogée. Vous êtes tous d'accord? Personne ne répond. Le désir est partout présent. Quand on voit dans les amphithéâtres, quand on voit même dans l'intérieur des usines, les jeunes qui travaillent, le désir est partout présent. Il est là. Chaque fois qu'il y a des personnes de couples, de sexes différents, le désir est présent. Et la libido est débordante. Or, les pulsions, et vous le savez, les pulsions à cet âge-là, les pulsions sexuelles sont irrésistibles, incoercibles, irréfrénables, irrépressibles. Et nous pourrions continuer les adjectifs à l'infini. Ça veut dire qu'à ces âges-là, il est difficile de vivre sans sexualité. Or, à ces âges-là, à ces personnes non mariées, les États arabes, parce que les États arabes sont des pays musulmans, les États arabes interdisent les relations sexuelles à ces personnes-là. Interdiction des relations sexuelles avec toutes les conséquences humaines et psychologiques de l'abstinence que vous connaissez. Maintenant, face à ces difficultés du célibat, face à ces frustrations, il y a eu un certain nombre de solutions qui ont été proposées. Il y a eu des solutions qui ont été improvisées. Et puis, il y a eu un petit peu, pour certains, des artifices. Des artifices parce qu'ils voulaient vivre leur sexualité tout en respectant les règles de la religion. Alors, avant de voir ce qui s'est passé dans les pays arabes, rapidement, nous allons voir ce qui s'est passé en Europe. L'Europe a eu une augmentation du célibat bien avant les pays arabes. Le célibat définitif, par exemple, ils sont arrivés à 40% dans certains pays, alors que nous sommes encore à 8%. Ça veut dire, si on prend la Suède, par exemple, c'est 4 femmes sur 10 qui ne se marient pas avant 50 ans. C'est-à-dire, entre 18 et 40 ans, elles ne sont pas mariées. Et donc, elles sont obligées d'avoir des relations sexuelles. Là encore,
en Europe, il y a une augmentation des divorces. Et pour prendre juste une période entre 65, c'est-à-dire quelque temps après la guerre, et 2011, il y a eu une augmentation de 50% du nombre de mariages, mais à la même période, une augmentation de 250% du nombre de divorces. En Europe, les États ont compris qu'il fallait dépénaliser les relations des personnes qui n'étaient pas unies par le mariage, c'est-à-dire la fornication, les relations sexuelles d'une personne non unie par ailleurs par le mariage. Et donc, la dépénalisation de la fornication s'est faite bien avant la guerre. Et puis, à partir des années 50, les États, les uns après les autres, ont dépénalisé même l'adultère. Il reste condamnable. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait l'adultère qu'il va aller en prison. Aujourd'hui, la preuve de l'adultère ne sert plus qu'à justifier un divorce ou pour avoir des avantages dans une séparation par divorce. C'est uniquement l'avantage qui reste quand on veut prouver l'adultère. Les populations ont trouvé cette formule de vivre en couple, de vivre librement, la sexualité libre dans le cadre d'un couple. Et puis, les États ont encouragé cette formule en créant des lois qui permettent aux personnes qui vivent dans le cadre de ces couples-là d'avoir un certain nombre d'avantages. Et un des exemples est celui du pacte qui a été créé en France. Mais les statistiques montrent que même après la création du pacte, la majorité des gens vivent en couple sans être liés par un cadre juridique, même si le cadre juridique n'est pas aussi contraignant que le cadre du mariage. Alors, dans les pays arabes, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Une des initiatives a été Zawaj al-Muta. Vous connaissez tous Zawaj al-Muta. Zawaj al-Muta est un mariage temporaire. C'est-à-dire que un homme rencontre une femme et lui dit « Tu me plais, j'aimerais t'épouser pour 3 jours, la durée du congrès. Voilà, je voudrais t'épouser pour la durée du congrès, moyennant une dot de 200, 300 dirhams. » Si la femme accepte, ils sont unis par les liens du mariage. Et à la fin du congrès, à la fin de la période, ils n'ont pas besoin de dissoudre par un divorce leur union. L'union se dissout toute seule. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi banal que cela. Le mariage doit pouvoir répondre à tous les critères de validité du mariage en islam. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'interdictions, les interdictions d'inceste et puis toutes les autres interdictions lorsque la femme est mariée par ailleurs. Elle n'a pas le droit de se marier dans une autre union conjugale. Si un homme veut épouser une femme et sa fille, là encore il y a une interdiction. Toutes les interdictions du mariage en islam sont retrouvées ici. Et quand la fille est encore vierge, on a besoin de l'accord de son wali, de son père. Donc nous sommes dans le cadre d'un mariage islamique. Ce mariage, Zawaj al-Muta, est un mariage qui a été pratiqué du temps du prophète. Et il a été interdit par la suite. Ce n'est pas l'endroit pour que l'on puisse discuter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sunnites l'interdisent, alors que les chiites continuent à le pratiquer. En tout cas pas, si ce n'est pas tous les chiites ja'afarites, c'est-à-dire les chiites de l'Iran, continuent à le pratiquer. En Iran, Zawaj al-Muta,
figure dans le code civil. Il y a un certain nombre de lois, un certain nombre d'articles de loi en rapport avec Zawaj al-Mut'a. Peut-être que la seule différence avec le mariage musulman, c'est que ici, on peut dépasser la limite de 4 épouses. On peut avoir sa propre épouse à la maison et dépasser 4 ou 5 épouses de Zawaj al-Mut'a. Ayatollah Khomeini, Ayatollah Motahari et Rafsanjani Rafsanjani a été Premier ministre. Khomeini, vous le connaissez, et Motahari, qui est un autre ayatollah, a écrit tout un livre sur Zawaj al-Mut'a pour expliquer les vertus de Zawaj al-Mut'a. Et ces responsables, qui sont à la fois des responsables religieux du chiisme d'Iran, sont également des responsables politiques, puisque c'est le guide. Khomeini est le guide de l'Iran, le guide de l'Iran. Rafsanjani était également Premier ministre. Donc nous sommes là, c'est des responsables à la fois politiques et religieux qui ont encouragé pour la jeunesse et qui ont expliqué que les jeunes ne pouvaient pas rester sans se marier. Ils ont expliqué en disant que nous sommes dans une période de l'histoire de l'humanité où les jeunes n'ont pas la possibilité de se marier. Et qu'il fallait absolument qu'ils trouvent une solution. Et la solution de Zawaj al-Mut'a est la solution idoine, en tout cas pour eux, en Iran, c'est la solution idoine pour les jeunes. Mais pas uniquement pour les jeunes, mais également pour tous ceux qui se sont mariés et qui ont divorcé. Aujourd'hui, n'importe qui d'entre vous qui partirait en Iran pourrait se marier dans le cadre de Zawaj al-Mut'a, homme ou femme. Tout de suite. Bien sûr. Je crois qu'il faut être musulman peut-être. Un tout petit peu musulman. Un tout chouïa. Après les questions après. Quand vous allez dans un lieu de pèlerinage, que ce soit en Irak, à Najdaf ou à Karbala, ou encore à Qom, vous savez que ce sont des lieux de pèlerinage où les chiites vont énormément. Un homme, dès qu'il arrive, il y a les enfants de Sid, ou les Sid, comme on dit chez nous, qui va venir vous proposer une chambre dans l'entourage du lieu saint. Vous voulez une chambre pour 3 jours? Oui, non, je veux pour 4 jours. Très bien. Est-ce que vous voulez être accompagné? Vous dites oui. Alors il vous prend par la main, il vous emmène il vous fait tourner dans l'esplanade et vous avez des groupes de femmes comme celle-là. Et il vous demande de choisir celle qui va passer les 4 jours avec vous. C'est un mariage qui s'établit. C'est un mariage pour la durée du pèlerinage. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais pas en train d'écouter. Dans le fiqh chiite, ja'farite de l'Iran, celui qui ne fait pas une fois dans sa vie Zawaj al-Mut'a n'est pas un véritable musulman. Ceci a été marqué dans le fiqh bien avant d'avoir Khomeini, bien avant que tous ces gens-là n'encouragent Zawaj al-Mut'a. Nous passons à une autre formule. Nikah al-Misyar. On me dit d'aller vite, je vais essayer d'aller plus vite. J'ai 2 ou 3 diapositives, et ensuite ça va être à la fin. Zawaj al-Misyar, au mariage du voyageur. Alors là, c'est une forme de mariage qui a été inventée tout récemment, dans les années 90. Ce mariage est un mariage musulman qui répond à tous les critères du mariage en islam, à la seule différence que l'épouse renonce, lors de l'établissement de l'acte, à 2 éléments importants qui sont considérés par certains comme les bases du mariage, à savoir l'entretien de l'épouse
parce que l'entretien de l'épouse est dû au mari, l'entretien de l'épouse est la cohabitation. Et les gens qui ont fait du fiqh savent que sur la cohabitation, les différents madhahib ont tartiné des pages et des pages et des centaines de pages sur la cohabitation. Or là, l'épouse renonce à ces 2 points. En pratique, vous vous mariez vous êtes étudiant, vous vous mariez avec une étudiante, elle reste chez ses parents et vous chez les vôtres. Quand vous allez au resto U, elle paye son ticket de resto U et vous payez le vôtre. Et vous êtes mariés. Et là encore, c'est un mariage qui a été encouragé par les autorités religieuses. Que ce soit Youssef al-Qaradawi, vous le savez, Youssef al-Qaradawi, important responsable des frères musulmans, et qui a une audience de 60 millions de téléspectateurs toutes les semaines à son émission. Et il en parle régulièrement de Zawaj al-Misyar, un des principaux personnages qui ont encouragé ce type de mariage. En Égypte, l'Azhar encourage ce type de mariage et l'Académie islamique de fiqh également encourage ce type de mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces fatwas, il est dit que le mari peut aller dans la maison où habite son épouse à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors imaginez-vous partir à 3 heures du matin, sonner dans la maison de votre beau-père. Troisième formule, c'est en Égypte. C'est un mariage qui est ancien. C'est le mariage coutumier d'Égypte. On l'appelle Zawaj Urfi. Différent de Zawaj al-Arf du Maroc. C'est un mariage qui répond aux critères du mariage musulman. Sauf que ici, les deux témoins sont des témoins que vous pouvez choisir parmi vous. Et vous établissez un document, vous le rédigez, l'un d'entre vous rédige ce document, et vous le signez, et les 2 témoins le signent. Vous pliez ce document dans votre poche, et c'est très bien, vous êtes mariés. Tant que vous avez ce document dans votre poche, vous êtes mariés. Le jour où vous voulez vous séparer, vous déchirez ce papier et le couple est séparé. Malheureusement, ça pose beaucoup de problèmes pour les enfants qui risquent de naître. Maintenant, il y a des artifices. Je pense que c'est la dernière diapositive. Les autres, c'est juste de l'imagerie. En Tunisie, nous avons remarqué, parmi les étudiants salafistes actifs, cette forme de mariage qui est à la fois un mariage coutumier, c'est-à-dire comme le mariage d'Égypte, on écrit un papier. Parfois, on n'écrit même pas un papier, on l'écrit sur son téléphone portable. Alors, il rédige sur le téléphone portable. Et comme sur un téléphone portable, on ne peut pas signer, on n'a rien. Et ils ont été même très loin, les étudiants salafistes. Parce qu'ils ont, en même temps, dans ce cadre de ce mariage, ils ont décidé qu'ils allaient se marier pour 3 mois, pour le trimestre. On verra pour le trimestre d'après. Et puis, comme pour Zawaj al-Misyar, chaque étudiant vit chez ses parents. Donc c'est très simple. Et ils ont été jusqu'à supprimer les témoins. Or, les témoins, dans le mariage en islam, c'est une prescription coranique. C'est dans le Coran. Ce n'est pas le hadith, c'est le Coran. C'est quelque chose qui est très important. Au Maroc, nous avons noté un certain nombre de mariages qui sont des mariages, encore une fois, où l'on ne comprend pas le caractère islamique de ce mariage. C'est lorsque, et c'est surtout des salafistes qui le font, lorsque le salafiste prend sa future, fait une prière, et après la prière, il lui dit « Zawajtuki nafsi » je t'ai marié à moi-même. Et immédiatement, la consommation se passe. Et là encore, dans l'esprit de la mariée, et
probablement dans l'esprit du salafiste. En tout cas, à ce moment-là, c'est un mariage qui est fait pour durer. Mais dans la pratique, les répudiations ou les séparations, je dirais, puisqu'il n'y a pas d'acte de mariage, les séparations se font très rapidement. Alors, voilà. C'est vrai que j'ai été rapide sur le temps, vu le temps qui m'est alloué, mais la question est là. Que faut-il faire quand on sait qu'il y a des jeunes de plus en plus nombreux qui sont célibataires? Et même les moins jeunes sont de plus en plus célibataires. Que faut-il faire? Que faut-il instaurer dans les pays arabes? Faut-il instaurer la liberté sexuelle comme en Europe? Faut-il instaurer le mariage temporaire comme en Iran? Nikah al-missière comme dans les pays du Golfe? Zawaj al-urfi avec un document comme en Égypte? Ou laisser libre cours comme ce qui se passe en Tunisie ou ce qui se passe au Maroc, ou bien exiger l'abstinence, instaurer la continence et la chasteté avec toutes ses conséquences. Je vous remercie merci pour votre patience. Merci Dr Chafik Bissous pour votre exposé très instructif. Vous avez décortiqué le célibat à travers un ensemble de chiffres dans les pays arabes, puis vous avez parlé des différents types de mariage qui sont en cours dans les pays arabes musulmans. Et vous avez fait des comparaisons avec ce qui se passe dans les pays occidentaux pour enfin finir sur des questionnements auxquels on essaiera de répondre.